L'unique et principal titre de ce journal, top départ des travaux sur les débats d'orientation budgétaire au titre de l'année 2025. Merci de votre constante fidélité au programme de Cherifla TV. Bonsoir et bienvenue dans ce journal de 18h. Comme je vous l'annonçais au début de ce journal, le ministre de l'économie et des finances, M. Aloussine Sanou, représenté par son homologue de l'élevage et de la pêche, Youbaba, a participé au lancement des travaux du débat d'orientation budgétaire 2025, organisé par la Commission des finances, de l'économie, du plan, de la promotion du secteur privé et des industries du Conseil national de transition. C'était le vendredi 27 juin 2025. La séance était aussi présidée par le 4e vice-président de l'organe législatif du CNT. Suivons Amadou Kamara et Ibrahim. Le débat d'orientation budgétaire vise à renforcer l'approche participative dans la préparation du budget d'État. Il offre au gouvernement l'occasion d'informer les parlementaires sur l'évolution des finances publiques et de partager sa vision de politique budgétaire à moyen terme ainsi que les contraintes budgétaires liées à sa mobilisation. Le débat d'orientation budgétaire est une prescription de la loi 2013-028 du 11 juillet 2013 modifiée qui régit les finances publiques en République du Mali. Conformément aux dispositions de l'article 56 de cette loi, sa tenue doit intervenir au plus tard à la fin du deuxième trimestre de l'année précédant la période couverte par la programmation budgétaire et économique pluriannuelle soumise à l'analyse. Le document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle sur lequel s'appuie le débat d'orientation budgétaire constitue le référentiel au projet de loi de finances de l'année. L'exercice auquel nous nous soumettons ce matin, connu sous l'expression de débat d'orientation budgétaire sur le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel que le ministère en charge des finances organise chaque année à notre intention, est un des beaux fleurons de la réforme budgétaire. Il est institué par l'article 56 de la loi numéro 2013-028 du 11 juillet 2013 relative aux lois de finances, qui prévoit que les documents de programmation budgétaire et économique pluriannuels adoptés en Conseil des ministres soient soumis à un débat au Parlement au plus tard à la fin du deuxième trimestre de l'année. À travers cette programmation budgétaire, le projet de loi des finances de l'année est élaboré en référence à un document de programmation budgétaire économique pluriannuel couvrant une période minimale de 3 ans. Le débat d'orientation budgétaire est désormais ancré dans la tradition de notre pays et s'inscrit dans un processus de renforcement de l'approche participative dans la préparation du budget de l'État. L'élaboration et l'adoption par le gouvernement du présent document de programmation budgétaire et économique pluriannuel se sont déroulées dans un environnement politique et économique et financier caractérisé entre autres par l'adoption des documents de Mali Kouratassera Nye Kaben Sambafla Ani Biworoni Sabama et la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable SNEDD 2024-2033. À noter que ce document est adopté en amont en Conseil des ministres avant d'être soumis au débat d'orientation budgétaire devant les membres du Conseil national de transition. Il évalue les recettes attendues de l'État par catégorie d'impôts et de taxes, les dépenses budgétaires par catégorie de dépenses, l'évolution de la dette du secteur public et fixe les objectifs d'équilibre budgétaire et financier. Le gouvernement a tenu à respecter les délais prescrits pour l'organisation du débat d'orientation budgétaire, démontrant ainsi son engagement à respecter les standards internationaux de bonne gouvernance et de transparence dans la gestion des finances publiques.
toutes nos excuses. L'élément que vous venez de suivre était présidé par le 4e président de l'organe législatif de la transition. Autre actualité dans ce journal, le 3e et dernier convoi du groupe Chérif La Voyage a regagné Bamako après l'accomplissement des rites du 5e pilier de l'islam en Arabie Saoudite. À leur arrivée à la maison du Hajj de Bamako, les pèlerins sont accueillis par les membres de leurs familles respectives. Les retrouvailles ont eu lieu dans une ambiance des plus conviviales. Écoutons les propos recueillis par Baba Keïta. Le jour que nous sommes rentrés chez moi à Médine, donc tous les pèlerins, en tout cas, ils sont partis à la mosquée pour aller prier et puis pour aller encore visiter le prophète et Abakar Siddiq et Omar. Et après ça, nous sommes rentrés à Bakia pour aller visiter tout le corps. Et après maintenant, on a fait 2 jours en repos et puis on est sorti pour aller visiter les mosquées qui entourent de la mosquée des prophètes. Donc comme mosquée de Omar et Abakar Siddiq et mosquée de Gamama, comme il faut dire, avec mosquée d'Ali. Et après ça, maintenant, on a pris le cas, peut-être 8 cas pour les hommes, pour aller visiter les coins historiques. Supposons la première mosquée et en passant pour aller là-bas, on a le coin qu'il a prié là-bas le vendredi, premier vendredi, donc on a visité ça. Et après maintenant nous sommes partis prier le 2 raka dans la première mosquée, il s'appelle Kouba, et encore les 2 tombes, comme on dit Kiblatin, donc on allait aussi là-bas pour aller prier 2 raka. Le lieu en tout cas ils ont fait le palab Yani Uhud, donc son ongle Hamza, je crois qu'il est tombé là-bas avec le premier ambassadeur, M. Abounomer, avec le message de son ongle Abou Soufiane, il s'appelle Abdallah Boundaras. Donc ils sont tombés là-bas. Et ils sont entrés là-bas. Et le reste maintenant de corps de Uhud, donc on a ramassé ça pour aller au Bakia, pour aller rentrer le reste là-bas. Et après maintenant nous sommes partis à la lieu qu'on appelle cette mosquée, Sabah Masajid. Donc et après ça maintenant la maison des prophètes qu'on appelle Mazra, et puis nous sommes partis là-bas. Après 8 jours maintenant, on a attaché le pain blanc pour aller faire l'intention de Umrah. Bon, c'était vers Abiyar Ali. Et de là-bas maintenant, on a lancé le mot d'or de ces jours, c'est la Baik Allahumma la Baik. La Baik la Sharika lak la Baik, Innal hamda wa ni'mata lak wal mulku la Sharika lak. Et nous sommes partis faire Umrah. Et après maintenant, on a fait, en tout cas, on a attendu les 3 jours pour aller Mina, Arafat, Mouzalifa, pour venir lancer Chatan, les 3 Chatan. Et après maintenant, on a fait à peu près 1 semaine. Et puis tous les pèlerins, je crois, ils sont arrivés à Bamako directement sans problème. On a fait le pèlerinage comme il faut. Donc Dieu merci, nous saluons le prédicateur et le fondateur Chérif, que Dieu nous donne longue vie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans le même registre, après quasiment 1 mois en terre sainte de l'Arabie Saoudite pour accomplir le 5e pilier de l'islam à travers les invocations et prières, les pèlerins de l'agence Chérif La Voyage au nombre de 500 ont été reçus par le guide spirituel des Ansar, Assid Chérif Ousmane Madan Aïdara, le samedi plutôt 29 juin 2025 dans l'enceinte de la mosquée chérifienne. Remerciements, cantiques islamiques et bénédictions ont été les temps forts de cette cérémonie. Suivons le reportage Sadio Sidibé, Samba Traoré et Abdoulaye Sougoudou. Cette traditionnelle cérémonie se tient chaque année après le retour de la Mecque des pèlerins de l'agence Chérif La Voyage pour rencontrer son éminence Seyd Chérif Ousmane Madan Aïdara, guide spirituel des Ansar. Objectif, faire la synthèse des activités du Hajj et évaluer les conditions dans lesquelles le Hajj s'est déroulé. Nous venons de parachever la traditionnelle assise que le guide Seyd Chérif Ousmane Aïdara organise avec les pèlerins juste après leur arrivée pour donner leurs observations et leurs remarques, et en même temps, s'il y a lieu à féliciter, de féliciter, Inch'Allah. Donc, alhamdoulilah, les pèlerins ont exprimé leur joie, comme vous l'avez vu. Le Hajj s'était très bien passé, alhamdoulilah. Depuis notre arrivée à Médine, nous avons vraiment visité les lieux touristiques et la mosquée sacrée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons prié chaque prière obligatoire là-bas.
puisque une prière obligatoire là-bas est encore plus méritoire qu'une prière obligatoire qui n'est pas cette mosquée-là, sauf la mosquée de la Kaaba, qui est la Mecque. Donc, alhamdoulilah, les pèlerins étaient vraiment très, très assoiffés de spiritualité, d'adoration, et ça s'est bien passé. Nous avons rencontré aucun obstacle. Les adorations sont bien passées, les visites des lieux touristiques étaient bien passées aussi. Dieu merci. Arrivé aussi à la Mecque, alhamdoulilah, nous sommes partis en faisant le petit pèlerinage qui est la Umrah. Et juste après la Umrah, alhamdoulilah, on a fait aussi le grand pèlerinage qui est le Hajj, qui est le fait d'aller d'abord à Mina. Voilà, donc c'est la différence entre le petit pèlerinage et le grand. Parce que le petit pèlerinage constitue seulement deux choses. Le tawaf, c'est-à-dire faire 7 fois le tour de la Kaaba, le Safa et le Marwa, c'est-à-dire parcourir les 2 collines 7 fois aussi. La Umrah est finie. Ces 2 actes d'adoration constituent la Umrah. Cette étape de Mina, de Arafat, de Muzdalifa, et ensuite de la lapidation des symboles de Satan, on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire que là où il a été lapidé. Selon la direction générale du groupe Chérif La Voyage, cette année, ils étaient plus de 500 pèlerins à effectuer le pèlerinage au compte de la dite agence, avant d'affirmer qu'aucun incident majeur n'a été signalé. Aujourd'hui, nous sommes très très contents. Pourquoi comme tout à l'heure, le shérif Ousmane Madan Haïdara l'a dit tout à l'heure, en tout cas le voyage c'est très très compliqué, surtout en partant à la Mecque. Donc il y a plein d'hommes qui s'en vont à la Mecque, mais peut-être chez eux à Médine, peut-être ils vont laisser la vie. Et il y a plein d'hommes aussi, quand on va à la Mecque là, au lieu de faire le travail, allez, ils vont perdre la vie. Mais si Dieu a fait que nous sommes rentrés à la Mecque avec 717 personnes, c'est nombreux. Et retourner aussi avec tous les pèlerins, les hommes comme les femmes. Donc c'est ça aujourd'hui, je suis très très content. Quand on a assis avec le guide encore, on a appris à peu près 6 personnes ou 7 personnes de parler devant le guide. Tous les défauts qu'ils ont vus, ils n'ont qu'à signaler ça. Mais ils ont dit directement qu'ils sont satisfaits. C'est le mot d'or pour moi, en tout cas. Sous le regard médisé du guide spirituel des Ansars, les pèlerins de l'agence Chérif La Voyage ont exprimé leur satisfaction pour la qualité de la prestation, notamment l'hébergement et l'orientation, ainsi que la prise en charge sanitaire pendant leur séjour. Ils ont pu visiter tous les sites emblématiques et spirituels de la Mecque. Le pèlerinage, c'est le 5e pilier de l'islam. Et puis c'est pas facile. Il faut avoir les moyens, la santé, il faut avoir beaucoup de choses vraiment. Donc, faire dépenser tout cet argent-là, avec toute cette énergie, toutes ces calories, et puis revenir encore, venir les cacher, c'est vraiment malheureux. Donc le guide spirituel vraiment nous a orientés ici et nous a dit comment savoir que mon pèlerin a été accepté, a été exaucé. C'est le fait d'être encore plus meilleur qu'avant le Hajj, d'être encore plus vertueux qu'avant le Hajj, d'être encore plus pratiquant, de s'éloigner encore plus des interdits. En cela, on saura que notre Hajj a été accepté, car le prophète dit un Hajj accepté, exaucé, c'est comme il n'a d'autre mérite que le paradis, et que ça purifie le pèlerin de ses péchés comme le jour où sa mère lui a mis au monde. Après les éloges des nouveaux et nouvelles Hajjas envers l'agence, Seydou Chérif Ousmane Madan Haïdara les a chaleureusement salués avant de formuler des bénédictions pour qu'Allah exauce leur pèlerinage. Dans son intervention, le guide spirituel des Ansars est revenu sur la tradition prophétique du pèlerinage qui est le 5e pilier de l'islam. Il nécessite à la fois l'effort physique et spirituel, dit-il. La cérémonie a été sanctionnée par la formulation des bénédictions. Cérémonie de fin d'année scolaire du complexe scolaire Anta Kisso Bokouma, espace de réjouissance et de reconnaissance. L'événement a réuni parents d'élèves, élèves et autorités en charge de l'éducation. C'était le samedi 28 juin 2025 au sein du complexe scolaire de Kanadjila. Reportage Pendakouni. Après 9 mois d'études sans relâche, le complexe scolaire Anta Kisso Bokoum, tout comme les autres espaces scolaires, ferme ses portes pour les vacances. Pour la circonstance, ses responsables ont organisé cet espace de récréation pour clore en apothéose l'année scolaire. Je remercie beaucoup le promoteur de cette école
qui a eu cette initiative de vouloir mettre à jour le rêve de sa défunte mère, paix à son âme, à Madame Koita Antakiso Bokoum. Et toutes mes salutations vont envers elle et tous ses enfants et toute la famille. Pour la fête de fin d'année, alors ce qui m'a beaucoup touché, c'est l'engagement surtout de tous les personnels du CESAC. Ils sont tous impliqués et tout le monde est en train de faire cette organisation avec tout le cœur. Et Dieu merci, les parents nous ont vraiment accompagnés et ils ont été présents à la fête. C'est réjouissant de la tenue de cette journée des fêtes, marquant la fête de fin scolaire du complexe scolaire Antakiso Bokoum. Les parents saluent le sérieux de l'administration et du corps professoral. Ce complexe est un complexe vraiment très sérieux. Le sérieux est là et puis il y a aussi la discipline, il y a la rigueur. Ça, je l'ai constaté depuis l'inscription de mon premier enfant jusqu'au nombre de 6 aujourd'hui. Vraiment, je voudrais conseiller tous les habitants de Kanadigila, de Wenzendou et environnants de venir inscrire leurs enfants dans ce complexe scolaire qui est vraiment un complexe scolaire très performant et très sérieux. Accompagnant leurs enfants, les parents d'élèves ont répondu nombreux à l'invitation du complexe scolaire Antakiso Bokoum pour venir magnifier cette journée marquée par des séries d'activités, notamment des chorégraphies et des remises de tableaux d'honneur. Pourquoi je dis que je suis satisfaite? Puisque l'école même c'est quoi? L'école c'est une formation dont les enfants doivent suivre pour être quelqu'un dans l'avenir. Puis cette école répond à tous les critères d'une bonne formation. Quand j'ai envoyé mes enfants ici, on a les témoignages de beaucoup de parents d'élèves. Il y a eu un grand changement dans le comportement des enfants. Ici, on ne parle pas bambara. Ici, dans cette école, les enfants s'expriment en anglais. Et puis ici, il y a le respect. Donc, je veux dire que cette école, c'est une des meilleures écoles de Manding. Témoin oculaire des activités, le représentant du DECAP s'est beaucoup réjoui des performances enregistrées dans le dit complexe scolaire avant d'encourager ses responsables à persévérer dans ce sens. Nous, en tant qu'agents du CAP, on est très satisfaits du travail abattu par ce complexe scolaire. L'école Antakiso Bokoum, aujourd'hui, c'est fait par des écoles de référence au niveau de la commune du Mandé. Vraiment, je demande à tous les parents d'élèves de venir s'inscrire, les élèves au niveau de l'école au complexe scolaire Antakiso Bokoum. Parce que ici, en toute sincérité, ça c'est le sérieux ici. C'est le sérieux du jardin d'enfants jusqu'à 9e année. Mobilisé en nombre suffisant pour l'heureuse circonstance, l'assistance est tenue en haleine par des démonstrations mystiques, remises de tableaux d'honneur et de cadeaux aux élèves, le tout rehaussé par des pas de danse des chorégraphes tout au long de la journée. L'association La Vie en Rose a organisé un concours d'art oratoire au profit des 30 élèves de l'Institut de l'Union des aveugles du Mali, UMAV. Au terme de la compétition, 3 élèves se sont illustrés en remportant plusieurs cadeaux comprenant des kits scolaires. La cérémonie s'est déroulée ce samedi 28 juin 2025 sous la période de l'Institut de l'Union des aveugles du Mali, César Faladje, en présence de plusieurs invités et des partenaires. Reportage signé Sadio Sidibé et Seydou Nyari. Cette formation porte sur le concours d'art oratoire intitulé L'Art de Voir, organisé par l'association La Vie en Rose. Elle est axée sur la méthode d'une lecture rapide en braille, système d'écriture adapté aux personnes d'handicap visuel. La dite formation vise à combattre la discrimination sous toutes ses formes, déconstruire le stéréotype de préjugés, a dit le président des Jeunes Aveugles du Mali. Ces projets à l'initial, portés par le comité des Jeunes Aveugles du Mali, étaient destinés à la formation aux méthodes d'une lecture rapide en braille. Le braille, le système d'écriture adapté aux personnes en situation de handicap visuel, combattre et de déconstruire les stéréotypes et préjugés que la société nous impose. Créée en 1972, l'Union malienne des aveugles du Mali œuvre pour la protection sociale des personnes handicapées visuelles. Ce concours regroupe
30 élèves. L'Union malienne des aveugles existe il y a plus de 50 ans. Œuvre pour la promotion sociale des personnes handicapées visuelles. Et c'est le lieu de remercier l'engagement de tout un chacun pour l'atteinte de cet objectif. Chers élèves, votre talent, votre énergie incitera les autres à inscrire les enfants à l'école. N'oubliez jamais ça dans votre parcours. Madame la marraine s'est engagée à être la garante de ces adolescents afin de les aider. L'initiative, c'est que ces 450 enfants ont besoin que quelqu'un parle à leur place. Je me suis portée garante d'être leur porte-voix, de les apporter secours, de les aider, de les accompagner, de les coacher, de les orienter. Et aussi demander de l'aide aux bénéficiaires ou aux gens qui peuvent, aux donateurs pardon, qui peuvent venir les accompagner dans tout ce qui est rénovation du site. L'objectif recherché, c'est qu'il faut que tous les enfants soient considérés comme les mêmes. Qu'on ait un handicap ou pas, chaque enfant mérite d'avoir de la lumière. Chaque enfant mérite d'avoir de l'épanouissement, de l'éducation et aussi des opportunités. Au cours de la cérémonie, le représentant de Madame le ministre de l'Enfant, de la Femme et de la Famille a transmis le message de son département tout en rassurant son accompagnement envers cette structure. Au nom de Madame le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, je tiens à réaffirmer ici l'engagement du département en faveur de l'inclusion scolaire, de la promotion des talents dans toute leur diversité et du renforcement des capacités d'expression des élèves en situation de handicap. Je souhaite à tous les finalistes beaucoup de succès et signale que, quelle que soit l'issue de cette compétition, sachez que vous êtes déjà des vainqueurs. Madame Rose Bouzaïd, non-moyen, marraine de l'événement, a exprimé toute sa satisfaction avant de revenir sur la source de motivation à être la marraine de l'événement. La motivation, quand vous voyez le talent de ces enfants, on ne peut pas rester indifférent. C'est des enfants qui sont très brillants. Certes, ils ne voient pas par les yeux, mais ils voient par le cœur. On peut les accompagner, ils peuvent être des excellents travailleurs de demain. Je suis en train d'essayer de faire la lutte contre l'exclusion de ces enfants en cherchant à avoir des partenariats avec des écoles de clairvoyants pour qu'ils viennent voir un peu comment ces enfants-là travaillent et nos enfants également partent dans ces écoles pour voir comment ils travaillent. Durant plusieurs heures de suspense, le jury a livré son verdict. Ils étaient au nombre de 30 enfants à la compétition. Tous ont reçu des cadeaux. Parmi eux, 3 se sont illustrés. Le premier et le deuxième ont respectivement reçu leurs cadeaux composés d'attestations, d'un tableau, d'un micro et d'un ordinateur, tandis que le grand prix est revenu à Mama Samé. Ce dernier aussi a été primé d'une attestation et d'autres cadeaux spéciaux. La cérémonie a été agrémentée par la prestation des grands artistes, notamment Master Sumi et de Slamer, ainsi que Général Baloudi. L'actualité nationale nous amène cette fois-ci à faire un tour en RCI. Les travaux de la cérémonie d'ouverture officielle de la première édition du Salon international de l'agriculture et de l'alimentation Food Expo a eu lieu le mardi 25 juin 2025 au parc des expositions de Port-Voué à Abidjan. Placée sous l'égide du ministère ivoirien de l'agriculture, cette édition a enregistré la présence de plusieurs personnalités nationales et étrangères venues de tous les horizons du pays, dont le PCA de la COP Kavika, Konaté Aruna. Commentaire signé Amadou Kamara. Premier pays producteur mondial de cacao, de noix de cajou, la Côte d'Ivoire avait franchi un cap très important. Oui, transformer plus de 50% de sa production sur place avec un partenariat gagnant-gagnant avec des acteurs privés locaux et internationaux. Avec ce salon, déjà, nous sortons satisfaits aussi parce qu'avec ce que nous avons vu, il y a des cadres d'entreprise, je peux dire la plupart des dirigeants d'entreprise qui nous ont visités et qui sont venus vraiment, il y a de nombreux même qui sont prêts à vraiment à tisser, comme on appelle, les liens de partenariat avec nous. Ce salon est constitué de quatre collèges, c'est-à-dire ce qui concerne la production. Ça parle de la traçabilité. La traçabilité
démontre d'où vient le produit que nous consommons. C'est-à-dire le producteur, depuis la production, depuis dans le champ, il faut que le consommateur sache d'où vient vraiment le produit qu'il est en train de consommer. Pour atteindre cet objectif ambitieux, la COP-CAVIC se présente comme une entreprise pourvoyeuse de matières premières pour la Côte d'Ivoire, mais aussi comme un hub agroalimentaire pour l'Afrique de l'Ouest, capable de rivaliser avec les plus grands du monde. Je pense que c'est une très bonne exposition, puisqu'aujourd'hui on a l'occasion de voir beaucoup de produits, surtout alimentaires, et aussi des produits pharmaceutiques, des produits médicaux, puis beaucoup de matériels médicaux. Ici aussi, on a l'occasion de voir beaucoup de matériel de transformation de produits alimentaires. Donc, je pense que c'est une très bonne exposition. Ça nous permettra de gagner et aussi d'augmenter notre expérience pour la transformation de nos produits à la COP-CAVIC. Aujourd'hui, nous sommes là à la COP-CAVIC. Je pense que cette exposition, aujourd'hui, ça va nous permettre de tisser des relations, de vendre nos produits et aussi de voir comment les gens transforment pour pouvoir faire comme eux. De la fève de cacao à la noix de cajou en passant par le cola, la Côte d'Ivoire ne se contente plus d'être un géant agricole mondial. Elle veut être la force motrice de transformation agro-industrielle de l'Afrique. C'est ce que démontre avec éclat la première édition de Food Expo, organisée du 24 au 26 juin 2025 au parc d'exposition d'Abidjan. Je tiens à remercier le ministère de l'Agriculture qui nous ont conviés vraiment à cet grand événement. Tout de suite là, nous venons juste de sortir de Sahara international. Ce salon, c'est un salon international de la production et de la transformation des produits agricoles. Donc, nous tenons à remercier également la Chambre nationale de l'agriculture, la Chambre nationale de commerce de la Côte d'Ivoire. Nous qui parlons, nous qui sommes déjà à la transformation, nous voulons d'abord montrer aux consommateurs que nos produits respectent toutes les normes qu'il faut, puisque ça y va de la santé, ça parle de la santé. Chaque année, le pays essaie vraiment d'inviter les pays de consommation. Nous sommes les premiers producteurs, certes, mais nous ne sommes pas les premiers producteurs, les premiers consommateurs des produits que nous produisons chez nous en Côte d'Ivoire. Donc, ceux qui sont à la consommation, ceux qui consomment ces produits-là, il est important de les faire savoir, de les montrer d'où viennent ces produits, comment ces produits sont entretenus, depuis le champ jusqu'à l'usine dont c'est transformé. Donc voilà pourquoi ces salons portent le nom de la santé. On parle de la santé de ces salons. En somme, cette première édition de Food Expo marque un tournant décisif dans le cadre de l'autosuffisance alimentaire. Elle confirme une trajectoire ambitieuse portée par une vision claire, celle d'une Côte d'Ivoire autosuffisante, rayonnante et résolument tournée vers la transformation locale, l'innovation et la coopération internationale. Food Expo est un salon commercial présentant l'ensemble de la chaîne de valeur, de la production à la consommation, réunissant des leaders de l'industrie, des investisseurs, des experts et des producteurs pour explorer des opportunités. Nous poursuivons ce journal avec une série de visites de Chérif Ahmed Tidiane Aïdara à Kinshasa. En séjour en terre quinoise, le fils du guide spirituel des Ansar, Assed Chérif Ahmed Tidiane Aïdara et sa délégation ont respecté la tradition en effectuant une série de visites auprès des autorités consulaires du Mali en RDC. Le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, la famille Koulibaly ainsi qu'à la mosquée centrale de Kinshasa. C'était le samedi 28 juin 2025 en compagnie des responsables Ansar de la République démocratique du Congo. Le commentaire est de Moussa Fomba. Cette série de visites entamée par Seyed Chérif Ahmed Tidiane Aïdara a débuté par le consulat général du Mali en RDC. Le quadragénaire se dit honoré de la visite de Seyed Chérif Ahmed Tidiane Aïdara tout en sollicitant ses bénédictions. Il n'a pas manqué de rendre un vibrant hommage au guide spirituel des Ansar et président de la fêtière islamique du Mali.
Quant aux représentants du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, bureau de la République démocratique du Congo, il a mis l'accent sur l'humilité de Seyed Chérif Ahmed Tidiane Haïdara, lui qui, lors de ses passages dans le pays, n'hésite pas à entreprendre cette série de visites pour présenter la civilité islamique à l'ensemble de la communauté musulmane. Alhamdulillah, nous remercions et nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis aujourd'hui d'avoir la visite de notre cheikh, de notre imam et également de notre guide parmi nous à Kinshasa ici. Et l'honneur est pour nous et elle est immense. Parce que moi, quand même, c'est la deuxième fois que je l'ai vu ici. La première fois, je crois, c'était en 2019, avant le corona, si je ne m'abuse. Maintenant, cette année aussi, il est venu. Donc, on peut dire que c'est devenu une régularité. Et nous voulons que donc cette régularité puisse continuer, que ce soit à son niveau ou au niveau de ses frères. Et nous espérons qu'un jour, nous pouvons voir le président du Haut Conseil islamique du Mali parmi nous ici, qui serait un très grand événement que tous les Maliens ici attendent, qui est aussi notre guide spirituel. Donc nous souhaitons la bienvenue à notre hôte et nous souhaitons aussi que donc par rapport à son arrivée ici, son programme puisse se dérouler normalement et que maintenant il puisse avoir plein de succès comme il a eu ça dans le passé à Kinshasa, et également qu'il puisse retourner tranquillement dans son foyer et nous accompagner avec la bénédiction ainsi que celle de son père qui est notre guide spirituel. L'imam de la mosquée centrale de Kinshasa a lui témoigné des actions philanthropiques des Ansar en République démocratique du Congo, prenant part activement aux activités socio-spirituelles organisées par la communauté musulmane du pays. A noter que le fils du président du Haut Conseil islamique, Seyed Chérif Ahmed Tidiane Haïdara, était accompagné par le président national de l'ADN RDC, M. Moustapha Silla, et plusieurs membres de son bureau. C'est ce qui met fin à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée en compagnie de nos programmes.